Bonjour Moussaillon et bienvenue dans la taverne de Pongo Jones. Aujourd'hui, dans la taverne, on va parler des sorties Briscard et Carnage de fin mars, début avril 2025. Et honneur aux volatiles avec la sortie attendue de Robocock, qui avait fait grand bruit dans les rumeurs et les previews avant la sortie de la faction. Et on va voir tout de suite donc ce que nous offre ce robot futuriste. Il s'agit d'une figurine qui a été sculptée par Tommy Tellier et mise en couleur par Gwenaël Jouy-Boulard. Une figurine fort sympathique avec un style effectivement très futuriste qui, euh, qui est très original dans l'univers de piraterie de Briscard, mais qui s'intègre plutôt bien dans le côté très cartoon de cet univers. Mais moi, bon, j'aime bien. J'aime bien. Je suis pas fan, moi, personnellement, du côté futuriste, mais je trouve que ça s'intègre très bien et c'est très bien réalisé. Alors, ce Robocock, il nous offre quoi pour cette faction de Solbeck? Il est en limitation 1, sauf si un Tekos, comme par exemple le hibou, prend le lead de la bande, un Salgalaf, pardon, ou le roi Dodo. Alors, le roi Dodo, on ne le connaît pas encore, hein, donc on verra peut-être beaucoup plus tard. Il vaut 140 pièces d'or, et pour ces 140 pièces d'or, on a un profil assez atypique finalement pour la faction Solbeck, puisqu'il a une constitution extrêmement élevée de 8, une dextérité de 3, une force de 6 et un mental étoile, avec un mouvement de 4. Il n'a que 8 points d'action, hein, vu son coup, et que 18 points de vie, et encore le que est entre parenthèses. Hein, mais c'est vrai qu'a priori, ça paraît pas énorme pour un bonhomme de 140 pièces d'or. Néanmoins, c'est un peu la caractéristique des Solbeck, hein. Ça reste relativement fragile ou peu endurant. Il a plusieurs compétences offensives avec un coup de bec à énergie. Donc, coup de bec, pour rappel, c'est constitution plus force plus un des 10 et c'est constitution dégâts. Donc, on voit déjà qu'il y a un seuil extrêmement élevé avec des dégâts à 8 de base, ce qui est quand même assez violent pour un socle de 40 mm. En plus de ça, ça fout des chocs électriques, hein, et il est à énergie. Hein. Donc le système de l'énergie, c'est au départ pas d'échec critique, et à chaque utilisation, on fait une encoche, et l'échec critique augmente. Et quand il y a un échec critique, donc on peut se retrouver avec un seuil d'échec critique assez élevé, mais il peut, avec des points d'action, les réduire. Il a une botte qui va avec le coup de bec, puisque c'est un déferlement de coups de bec. 5 points d'action, c'est très cher, mais ça inflige potentiellement un des 5 coups de bec à énergie. Avec le seuil d'échec critique qui augmente immédiatement de 2 et à la fin de l'ensemble des attaques de 1 supplémentaire. Donc en gros, le seuil, quel que soit le nombre de coups de bec du déferlement, va monter à la fin de 3. Alors, vu les 5 points d'action, ça reste aléatoire, mais c'est statistiquement intéressant. C'est sûr que si vous avez que 1 ou 2 coups de bec, c'est pas top, surtout un coup de bec, là vous perdez beaucoup. 3, 4 ou 5, vous êtes content. Et dans tous les cas, c'est quand même un des 5 attaques qui font 8 points de dégâts, avec des chocs électriques. Et il a une attaque de tir avec le rayon à énergie. Alors en fonction des gens et de leur affinité, il y en a c'est un tir au canon laser, les autres c'est des kamehameha. Je vous laisse votre propre version. Et donc pour 4 points d'action, vous avez un tir qui a littéralement une portée illimitée, ça traverse en ligne droite toute la table, et ça inflige 15 moins la distance dégâts entre Robocock et la cible, avec un minimum, quoi qu'il arrive, de 4. C'est-à-dire que même si le bonhomme il est à l'autre bout de la table en diagonale, il prendra minimum 4 de dégâts. Hein. Ça ignore en plus les armures, donc les pauvres Maok et les pauvres bannis n'apprécient pas trop ce genre d'attaque. C'est utilisable au corps à corps, hein, comme si ça suffisait pas. Et le seul doute moi que j'ai par rapport à cette attaque, c'est l'effet d'un critique. Comme c'est une arme de tir, en théorie, au tir, on double les dégâts. La grande question, c'est est-ce qu'on double les dégâts avant ou après la réduction? Hein, je m'explique, c'est est-ce qu'on fait le 15 x 2, c'est-à-dire 30 moins la distance dégâts avec minimum 4,
Ou est-ce qu'on fait 15 moins la distance dégâts par bonhomme, et après on multiplie par 2. J'aurais tendance à dire, pour limiter un peu la violence, qu'on fait 15 moins distance dégâts, et après on multiplie par 2, parce que en cas de critique, on peut se retrouver avec des dégâts quand même assez monumentaux. Sinon, hein, le mec qui est à bout portant, il se prend 30 moins, allez, une brasse, il se prend 29 de dégâts, ainsi que tous ceux qui sont derrière. Donc, à revoir. Voilà. C'est une arme à énergie, donc qui est liée encore une fois aux limitations d'échecs critiques, etc., des attaques à énergie. Et il possède ensuite une armure bec à énergie, avec forcément ses 10 cases. Donc les armures bec à énergie, c'est effectivement pas très très clair au départ. J'ai dû relire plusieurs fois, puis j'ai demandé à Gwenaël quand même, qui m'a bien expliqué. En fait, c'est une armure de base, sauf que il n'y a qu'un seul seuil. Le seuil, c'est le seuil de critique actuel. Donc en fait, quand l'armure à énergie, elle n'a jamais été utilisée, il y a un seuil de 0+, hein, finalement. Donc vous lancez votre dé comme une armure, si vous faites 1 ou plus, et ben vous absorbez le seuil qui est marqué à côté de 4. Et après, quand il y a l'échec critique qui augmente à chaque utilisation, et ben le seuil il passe à 0, puis 1, puis 2, puis 3. Si vous arrivez et que vous ne faites pas d'échec critique, vous absorbez les 4 dégâts pour le Robocoq, avec son armure à énergie 4, et en dessous, vous absorbez rien du tout, et vous avez l'effet de l'échec critique. Et l'échec critique pour les armures à énergie, c'est vous prenez le nombre de l'échec critique. Par exemple, si on a un échec critique à 3, et ça va balancer 3 points d'échec critique, enfin 3 chocs électriques autour de Robocoq, répartis de manière équilibrée entre tous ceux qui sont autour de lui, en priorité avec lui. Donc forcément, s'il n'y a qu'un seul point de choc électrique, sera pour Robocoq. S'il y en a deux, le premier sera pour lui, le deuxième sera pour un mec à côté. Et s'ils sont que deux et qu'il y en a trois, le premier c'est pour Robocoq, le deuxième c'est pour le mec à côté, et le troisième ça lui retombe dessus. Ouais, s'il est toujours prioritaire. Voilà. Donc finalement, une fois qu'on a compris le principe, c'est très simple, et ça marche plutôt bien. Et pareil, hein, les armures à énergie, c'est comme les armes, avec 1 ou 3 points d'action, on peut diminuer ou réinitialiser le seuil. Donc c'est une armure qui est très puissante, puisque ça absorbe 4 points de dégâts assez facilement, notamment au tout début. Et avec 18 points de vie, il en a besoin. Mais cumulé à sa constitution de 8, ça rend le Robocoq relativement solide. Ce Robocoq vient avec une carte de capacité en plus. Oui, c'est un robot, hein, donc il lui faut un peu des règles particulières. Déjà, Robocoq, c'est un protecteur. Donc, en tant que protecteur, il est obligé de faire une action de bondir gratuitement sur l'adversaire qui attaque le leader de sa bande si ce dernier est à moins de 4 brasses quand il est attaqué. Si donc l'adversaire se retrouve à moins de 4 brasses, Robocoq saute au contact de l'attaquant gratuitement, et l'attaquant est obligé de l'attaquer lui. Il deviendra la cible, c'est-à-dire que c'est Robocoq qui va se défendre et c'est Robocoq qui prendra les dégâts. Comme si ça ne suffisait pas, Robocoq il contre pour 2 points d'action au lieu de 3, et avec constitution plus force au lieu de dextérité plus force. Donc il défend avec un contre de manière peu chère et très efficace. Surtout quand on voit le coup de bec qu'il peut faire en contre, qui ne fait pas rigoler grand monde. Bref, Robocoq, un très bon tireur et un très bon défenseur, mais uniquement de son leader. Robocoq ne peut pas faire d'esquive, par contre. D'un autre côté, vu le profil, on n'a pas trop envie de faire d'esquive, mais plutôt des contres. Surtout que ce serait le même coup. Il est didactyle, donc ça veut dire qu'il peut faire des courses sans que ça mette fin à son activation. Ce qui peut être très pratique. Par exemple, il peut faire une course et quand même derrière se mettre en garde, par exemple, ou faire une course pour limiter les mouvements pour ensuite engager quelqu'un. Hein. Par contre, Robocoq, c'est un robot, il est là pour taper et défendre, il n'est pas là pour réfléchir. Donc il ne peut pas faire d'objectif de scénario. Et en tant que robot, il a quelques règles particulières. Il ne peut pas être soigné, heureusement, vu sa tankiness. Et il n'est soumis à aucun jet de morale, d'où l'étoile en mental.
Voilà. Ou effet sauf au repoussement et dégâts de réussite critique. Donc les effets de poison, de choc, etc. D'ailleurs, effet de choc électrique, bah, il est immunisé. Bon bah voilà, en fait, bah, il va s'infliger des chocs électriques à lui-même, mais il les ignore. Donc les seules choses qui fonctionnent sur lui, c'est le repoussement et les dégâts des réussites critiques. Néanmoins, j'ai une petite question. Il y a certaines attaques ou certaines compétences qui nécessitent le seuil de mental. Hein, je pense par exemple, je crois à la feinte, hein, où il y a le mental qui intègre. Donc je pense que pour Robocock, le mental passe à 0. Hein, donc il n'y a pas de bonus lié au mental, je dirais ça. Hein. Robocock, de la même manière, explose à la perte de son dernier point de vie, infligeant 1 des 5 dégâts et autant de chocs électriques à chaque cible présente dans les 3 brasses. Par contre, hein, il faut quand même un peu compenser toute cette brutalité de Coq. Hein, c'est au début de chacune de ses activations, après le premier tour. Donc, au premier tour, il n'y a pas. Il perd définitivement un point d'action. Et ça, des points d'action, il n'en a pas beaucoup. Sauf si un Tekos ou un King de dos qui sont présents en tant que leader. Et dans ce cas-là, au lieu de perdre un point d'action, il peut décider de perdre 2 points de vie ou 2 cases d'armure à la place. Alors, comme on sait que son armure, il peut potentiellement la réinitialiser, perdre 2 cases d'armure, c'est de base le plus tentant. Que dire de tout ça? Une figurine, un profil extrêmement fort, je trouve, hein, qui tape bien. Son rayon laser, c'est très gros, c'est très rigolo. Après, il faut voir avec le temps. Il se cumule, je pense qu'effectivement, il faut le jouer avec un Tekos. Et il marche très bien, par exemple, avec la poule. Hein, la fameuse Dodu, dont je vous ai parlé à la dernière vidéo. La Dodu qui permet à un allié sur la table de faire une attaque gratuite. Et ben, ça permet à Robocock de faire un tir de rayon à énergie en même temps. Alors, c'est pas gratuit en termes de points d'action, mais il peut faire une attaque comme ça, direct. Donc la poule, elle fait sa botte, Robocock fait son tir, et hop, après il s'active et il peut refaire des tirs en récupérant ses points d'action. Il y a des combinaisons qui sont plutôt sympas. Néanmoins, Robocock a quelques fragilités avec son faible point d'action. Alors certes, il ne peut pas avoir de choc électrique ou autre, mais il reste vulnérable avec l'effet de son armure. Son armure le protège bien. Sauf s'il va subir énormément d'attaques. Je pense notamment aux figurines qui ont des attaques à 1 point d'action. Et des figurines qui ont des attaques à 1 point d'action, il y en a beaucoup. Il y a certains même colosses qui ont des points d'action, des attaques à 1 point d'action. Je pense notamment, je crois, à Kotalos. Mais même la plupart des factions, hein, les Shimae ont des attaques à 1 point d'action, etc. Et donc, toutes ces petites attaques, si ça arrive à passer, ça va saturer l'armure de Robocock. Et une fois que l'armure se retrouve avec 5, 6, 7, 8 cases de cocher, bah après il va plus se défendre. Et il suffit que derrière il y a quelqu'un qui tape très très fort et que vous fassiez un échec critique ou deux, ce qui arrivera facilement avec un seuil qui arrive à 7 ou 8, pour que ces 18 points de vie volent très très vite. Parce qu'une fois qu'il a plus d'armure, 18 points de vie, c'est du point de vie de journalier Sundar, quoi. Donc, son armure le protège, sa constitution et sa capacité à faire des contres le protègent bien, mais il contre tant qu'il a des points d'action, et son armure, ben, au bout d'un moment, elle peut saturer. Donc, il y a deux choix. C'est Robocock, comme il ne peut pas faire d'objectif, soit effectivement vous l'ignorez et vous gérez le reste de la bande, même si, comme on l'a vu, ben, vous ne pouvez pas gérer le leader de la bande seul bec tant qu'il y a un Robocock à côté. Encore une fois, hein, ça peut se jouer. Hein. Vous prenez quelqu'un qui fait du lancer de briscard ou qui a une attaque pour repousser. Ça peut peut-être se faire. Pour essayer de jouer un peu au billard. Mais sinon, ben voilà. Si vous avez la capacité à saturer, Robocock, vous pouvez arriver comme ça. Ou alors, si vous avez des attaques qui ignorent les armures, tout simplement. Hein, il y a certains sorts.
Je pense effectivement au sort de Daciatis. Je crois qu'il y a Torquemada aussi qui ignore les attaques, les, les capacités là, enfin les armures. Mais il y a aussi quelques armes ou armures qui ignorent les armures adverses ou qui augmentent le seuil des armures adverses. Voilà. Néanmoins, il faut quand même faire attention parce que si vous ne faites pas qu'ignorer mais augmenter le seuil, bah, quand vous tapez, vous allez prendre des chocs électriques dans la tête. Voilà. En tout cas, une belle sortie. J'ai hâte de voir ça sur table. Et ça annonce du bon pour cette fameuse faction des Solbeck. Nous allons passer maintenant à l'univers de Carnage avec le vilain, le pervers, mais néanmoins très bien sculpté, Rimbert. Alors, ce petit Rimbert, c'est une figurine donc de la Guilde Noire qui a été sculptée par Nicolas Bijard et mise en couleur aussi par Gwenaël Jouy-Boulard. Une figurine sculptée, on peut dire, de main de maître, qui a vraiment un charisme de fou. Notamment, moi, je le trouve particulièrement bien avec sa pommelée, sa plomée, pardon, et avec sa petite main en avant, genre, je te menace avec le sourire, mais donne-moi ta bourse, quoi. Hein. Je suis gentil, mais voilà. Hein, la bourse ou la vie, typiquement, c'est bien lui, et ça représente tellement le personnage. Pour ceux qui ont lu le roman, c'est terrible. Alors, ce Rimbert, c'est un personnage, donc de la Guilde Noire, de niveau 2, qui vaut 118 couronnes. Hein, il vaut ses piécettes. Après, la Guilde Noire est connue pour ne pas être une faction très économe, et plutôt élitiste. Pour ces 118 couronnes, on a une figurine qui a 8 points d'action, elle aussi, hein, assez peu de points d'action finalement, 28 points de vie, ce qui est bien sans être exceptionnel, et une armure de bonne facture, même si elle n'a que 4 cases de durabilité, mais néanmoins un -1, 7, -2, c'est très bien. Il a en caractéristique une vitesse de 4, ainsi qu'une puissance à 4, une agilité assez ridicule pour un carne de 2, et une constitution par contre de 6. On voit qu'il a été bien nourri. Une témérité de 4, ça va bien avec le personnage, et une intelligence absolument catastrophique de 2, ce qui va aussi très bien avec le personnage, vu qu'il est aussi méchant que con. Hein, il faut le dire, ce mec. Et je suis très content de ce qui lui arrive dans les aventures du roman. Non, parce que je crois que c'est le personnage que j'ai le plus adoré détester. Euh, il a une tripotée de règles, donc il a rusé, riposte, deux compétences qui vont très bien ensemble, qui en font un personnage assez défensif, excusez-moi, puisque rusé et riposte cumulé, ça fait que quand il se défend, une fois qu'on a lancé les résultats et qu'il connaît son seuil, et donc le seuil de l'adversaire qu'il attaque, il peut décider de prendre un point d'action en plus pour augmenter son seuil, soit d'une de ses caractéristiques, soit d'un des 10. Donc ça permet d'assurer en disant tiens, je défends avec un point d'action en moins, ou alors si vraiment il faut que je me défende et que je loupe de 3 points d'action, enfin 2-3 points en valeur, je peux me dire je claque un point d'action, puis comme ça je suis assuré. Et en plus riposte, ça tombe bien. Quand on réussit une défense, et en fait, avec une défense à 2 ou 3 points d'action de base, sans compter le point d'action rusé, hein, évidemment, on peut rajouter une caractéristique supplémentaire. Donc finalement, il a autant d'effets en défense que s'il attaquait. Ce qui fait que il se défend très bien, et en plus, quand il se défend, il va avoir autant d'impact que s'il attaquait. Donc c'est un personnage, typiquement, on a envie de garder des points d'action pour se défendre dans un endroit stratégique ou tactique, à côté d'un objectif, etc. Ce petit bonhomme, il a chef de guerre 2, ce qui va bien avec lui, hein, c'est un petit chefaillon, et ça compense légèrement son manque de points d'action, hein, qui n'est que de 8, puisque pour rappel, quand il va une fois par partie, au début de son activation, il va pouvoir activer cette capacité et se rajouter un point d'action jusqu'à un maximum de 2 par allié qui se trouve dans sa zone, dans son aura. Donc s'il a au moins 2 alliés à côté de lui, ce tour-ci, il pourra passer à 10 points d'action. Ce qui peut changer quand même beaucoup de choses. Sadique, alors sadique c'est une règle plus, on va dire, plus situationnelle, voilà. Puisque c'est une règle qui va faire
qu'on utilise très peu, hein. Moi je l'ai quasiment jamais vu. C'est vraiment pour assurer le coup quand il y a quelqu'un qui lui reste plus que 1 ou 2 points de vie après avoir fait les attaques. Et ben on peut décider, une fois que l'adversaire a loupé sa défense, de dire je claque un point d'action pour rajouter un de dégâts à mon attaque. Voilà. Donc c'est pour éviter de laisser quelqu'un à 1 point de vie par exemple. Et brutalité 1, bah, ça va bien avec ce petit personnage. C'est la règle basique. Il a une arme, la Plomée, à une main, qui vaut 18 couronnes si on s'en sépare. Mais c'est une arme que je trouve, ma foi, très intéressante vu son coût et le personnage, puisqu'elle a Perce Armure 2, et elle octroie l'effet d'agilité en cas de réussite critique. Ça tombe bien, avec une agilité 2, on n'a vraiment pas envie d'utiliser la valeur de A avec ce personnage. Donc se dire qu'on a le droit à une petite attaque supplémentaire si on fait une réussite critique, c'est toujours bien. Voilà. Surtout que avec Perce Armure et Brutalité 1, on a envie d'avoir des effets de paix et surtout la valeur de C pour les dégâts, quoi. Au niveau de ces dés de maîtrise, des dés de maîtrise relativement complets, puisque le premier, il manque juste la magie, c'est logique, hein, c'est pas un magicien, et le deuxième, il manque la magie et le tir. Honnêtement, vu ses caractéristiques, c'est pas un personnage qui est orienté attaque à distance. Et ce personnage vient avec une version, on va dire, générique pour les carnes, avec le bourgmestre. Ce fameux bourgmestre, donc il est en limitation unique, c'est aussi un carne de niveau 2 qui vaut 112 couronnes, hein, c'est à peu près le même coût. Une stature de 4 lui aussi, 8 points d'action, 28 points de vie, pour l'instant c'est la même chose, si ce n'est que ce bourgmestre n'a pas d'armure. C'est normal, c'est un oblio qui est plutôt là pour diriger son petit village ou sa petite cité, et faire que les autres travaillent à sa place. Et c'est extrêmement bien rendu dans les romans et dans ses caractéristiques. Ce bourgmestre, il a une valeur de 4, une puissance de 3, une agilité de 2, une corpulence de 5. Des valeurs assez faiblardes, hein, pour un carne au vu de son coût. Une témérité de 3, hein, il n'est pas trop téméraire, mais une intelligence de 5. Hein, oui. Hein, il a dû réussir à être assez intelligent pour évincer tous ses rivaux. Le bourgmestre, forcément, il a c'est un politicien, hein. On voit l'amour pour les politiciens de nos concepteurs de jeux de figurines, puisqu'il est allié des affranchis et allié de la Guilde Noire, hein. Il aime bien faire des petites magouilles à droite à gauche, s'allier au maximum de gens pour maintenir sa position au niveau social. Il a la règle rusée, lui aussi. Par contre, il perd la règle riposte, si on compare. Hein. Voilà, il est bien pour se défendre et se barrer, mais pas trop pour contre-attaquer. Il a la règle ralliement. Alors, encore une fois, c'est une règle situationnelle, puisque bon, c'est uniquement s'il loupe un test de témérité, on peut perdre un dé de maîtrise pour transformer cet échec finalement en réussite automatique. Il a une intelligence de 5, une témérité de 3, donc c'est pas le personnage qui risque d'en louper le plus. Néanmoins, ça permet d'assurer le coup. Il a l'instinct de survie, logique, c'est un politicien, et ça va bien avec la règle rusée. Ça lui permet d'avoir un effet de V gratuit s'il réussit une défense. Bretteur 3, pareil, ça va plutôt bien, hein, ça permet de forcer l'adversaire à relancer jusqu'à 3 de CD lors d'un même lancer. C'est bien, pareil, je trouve, dans le personnage pour arriver à limiter les réussites critiques de l'adversaire quand on l'attaque, par exemple, ou lors d'une défense adverse. Chef de guerre 2, la même chose, pareil, il est là pour mener et que les autres fassent le sale boulot à sa place. Il a un glaive en générique, néanmoins, ça peut se changer. Je pense que c'est une bonne arme, mais ça peut être changé par autre chose en fonction de ce que vous souhaitez faire avec ce personnage. Et ce bourgmestre, forcément, il a lui aussi une petite règle qui va bien, c'est la règle d'opportunisme. C'est un politicien.
Donc ce bourgmestre, pour 0 couronne supplémentaire, il est prêt à tout pour conserver son statut. Il peut donc utiliser les dés de maîtrise de tous ses alliés sur toute la surface de jeu. Il doit cependant respecter les domaines. Clairement, cette règle, c'est la règle miroir de la règle autorité. Hein, pour rappel, autorité, les personnages qui avaient autorité, ils pouvaient donner leur dés de maîtrise à leurs alliés. Hein, donc c'était des gens qui finalement donnaient de leur personne en tant que soutien pour aider les autres. Lui, le bourgmestre, il se sert des autres pour sa propre personne. Hein, politicien un jour, politicien toujours. Hein, néanmoins, ça marche très bien. Ça va être un système de jeu très intéressant parce que ça veut dire que potentiellement le bourgmestre peut avoir énormément de relances. La question que je me pose, c'est justement avec la règle de ralliement. Vu que la règle de ralliement, on barre ses dés de maîtrise, comme il peut utiliser les dés de maîtrise de ses alliés, peut-il utiliser, en fait, sacrifier un dé de maîtrise d'un allié dans la règle de ralliement? C'est la question que je me pose là en relisant ces règles. Néanmoins, il y a une petite contrepartie positive à tout ça, c'est que quand il prend une relance avec un dé de maîtrise d'un allié, il peut, en cas de réussite critique, s'il fait une réussite critique sur ce lancer, cette relance, en fait, le dé de maîtrise allié n'est pas dépensé. Hein, il va le récupérer normalement, il ne sera pas perdu. Voilà. Et en plus de ça, le bourgmestre est un pleutre, c'est-à-dire que lorsqu'il doit subir des dégâts, hein, il doit lancer un dé 10 et sur un 6+, c'est-à-dire une chance sur 2, en fait, il se planque derrière un allié qui se trouve dans les 3 toises et c'est ce dernier qui prend les baffes, avec éventuellement son propre jet d'armure de cet allié. Hein. Bref, un bonhomme qui se nourrit et qui survit au détriment des autres. On est dans l'archétype, dans limite une parodie des politiciens, mais finalement, ça va tellement bien aux politiciens qu'on voit dans les romans de Carnage que cette figurine nous est presque sympathique. En termes de jeu, je pense que c'est un très bon profil parce que potentiellement il se défend très bien et il peut garder ces 2 dés de maîtrise très longtemps en utilisant les dés de maîtrise d'alliés qui n'en auront pas besoin parce qu'on va les réutiliser juste derrière, les réactiver juste derrière ou qui sont loin des combats et qui sont donc eux-mêmes protégés et qui risquent pas de se prendre des baffes. Donc c'est un personnage qu'on peut mettre en première ligne avec un allié, il va défendre, et les rares fois où il va pas réussir à défendre, il va se protéger derrière son paladin, par exemple, que l'adversaire voulait pas taper. Et donc ça peut être très intéressant. Honnêtement, c'est un profil, hein, je crache un peu sur le côté politicien, etc. Mais c'est vrai que c'est un profil, je pense, pour les cartes qui va apporter une nouvelle version, une nouvelle vision de jeu, un nouveau style de jeu, et qui permet d'avoir un côté un peu moins chevalier vertueux, hein, chez les Carnes. Il y a aussi le revers de la médaille de cette faction, hein, que je trouve plutôt bien représenté, en tout cas par ce personnage-là. Avant, on avait le, comment il s'appelle, le conseiller du roi, j'ai perdu son nom, mais là, on a la version générique. Voilà. J'espère que ces sorties de ce mois de mars-avril vous ont plu autant que moi. Et on se dit à très bientôt. Après ce pourparler et en attendant la prochaine tournée, nous vous souhaitons bon vent sur les mers d'Anthropia.